Chers amis, chère Marine, merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir à Saint-Martin-la-Caussade, dans cette salle vraiment pleine à craquer. Merci également à vous, chère Marine, de nous faire l'honneur d'être ici avec nous. Vous le savez, en Gironde et en Haute-Gironde, vous êtes un peu comme chez vous. Et vous devenez d'ailleurs une habituée des lieux. Je suppose que vous vous souvenez encore de votre passage sur le marché de Cavignac fin septembre, de la marée humaine que vous avez provoquée et de l'accueil très chaleureux que vous ont réservé les habitants. Je pense que ce jour-là, vous avez compris, et la salle sera d'accord avec moi, qu'ici peut-être, encore plus qu'ailleurs, Marine, on vous aime. On vous aime parce que vous êtes la seule à aller là où personne d'autre ne va jamais. Cette France de la ruralité, des bourgs, des villages, des petites villes, cette France des clochers et des terroirs. Cette France que nous chérissons tant, mais qu'Emmanuel Macron n'a cessé d'oublier, d'abandonner, de mépriser et même d'insulter. On vous aime parce que vous êtes la seule à aller à la rencontre de ceux à qui on ne donne jamais la parole. Depuis septembre, vous menez une campagne extraordinaire, dynamique et surtout sincère. Contrairement à d'autres qui ne font campagne que depuis Paris, à coups de buzz médiatique et de polémique, vous sillonnez chaque département pour vous rendre sur les marchés, les foires, les salons, et on y voit à chaque fois les mêmes scènes, les mêmes sourires et les mêmes joies. C'est toute la force de votre campagne. Vous êtes la seule à aller à la rencontre des Français, de tous les Français, d'où qu'ils viennent et quelles que soient leurs conditions sociales. Vous n'aimez pas seulement la France, vous aimez les Français et plus que jamais, vous demeurez fidèle à cet adage que j'adore, Marine Le Pen, Marine le peuple. On vous aime parce que vous êtes la seule à parler de nos préoccupations. Qui d'autre que vous nous parle de notre quotidien, de nos souffrances, de nos angoisses, mais aussi qui d'autre nous redonne l'espoir? Qui d'autre que vous a su imposer depuis 7 mois le thème central du pouvoir d'achat? Qui d'autre que vous refuse que les Français soient condamnés à choisir entre leur plein d'essence, leur facture d'électricité, de gaz ou leurs courses? Qui d'autre que vous peut agir pour nos aînés qui, après avoir travaillé toute leur vie, sont condamnés à survivre avec une retraite de misère? Qui d'autre que vous veut offrir un autre avenir à nos jeunes que celui de grandir dans un monde de chômage et de précarité? Qui d'autre que vous s'indigne de voir ces mères de famille monoparentales se demander dès le 10 du mois comment elles vont nourrir leurs enfants? Qui d'autre que vous veut permettre à nos artisans, à nos commerçants, à nos agriculteurs, à nos chefs d'entreprise de pouvoir vivre de leur travail sans être étouffés de normes et de taxes? Enfin, qui d'autre que vous veut rendre aux Français entre 150 et 200 € de pouvoir d'achat par mois? Oui, Marine, vous êtes la candidate du réel. Et c'est pour ça que je suis vraiment si fière de me battre à côté de vous depuis tant d'années. Je n'oublierai jamais la première fois que je vous ai vu en meeting, ni la première année où j'ai pris ma carte de membre de notre famille politique, ni le premier tract à votre effigie que j'ai distribué, ni la première affiche que j'ai collée. C'était il y a presque 10 ans. Marine, nous sommes des millions à croire en vous et nous avons besoin de votre victoire pour nos enfants, pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, mais aussi et surtout pour la France. Alors, mesdames et messieurs, je vous lance à tous un appel solennel. C'est maintenant que tout va se jouer. Le premier tour est dans 16 jours. 16 jours où vous avez tous un rôle à jouer. 16 jours où vous devez vous mobiliser et surtout mobiliser tous autour de vous, car vous êtes ici tous les porte-paroles de Marine Le Pen.
Ne croyez pas ceux qui veulent vous faire croire que tout serait déjà joué d'avance. Ils veulent vous décourager et vous pousser à l'abstention. Mais c'est un piège. L'abstention est la meilleure alliée de ceux qui ont échoué. Si vous n'allez pas voter pour défendre vos intérêts, personne ne le fera pour vous. Et si vous entendez des personnes qui vous disent « bah, voter, ça ne sert à rien », demandez-leur alors pourquoi les autres y vont. Si le peuple vote, le peuple gagne. Nous n'avons jamais été aussi proches de la victoire. Nous serons au coude à coude avec Macron et chaque voix comptera. Alors, nous comptons sur vous et surtout, Marine compte sur vous. Et maintenant, je laisse la place à celle que vous attendez tous, celle qui sera, dans moins d'un mois, la première femme présidente de la République française. Je vous demande de réserver un tonnerre d'applaudissements pour notre candidate, Marine Le Pen. Mon projet politique est de donner à la patrie les moyens de sa grandeur et de donner aux Français les moyens de leur bonheur. Mon projet est de faire entrer la France dans le 3e millénaire, de lui donner tous les atouts pour affronter le monde qui vient. Notre nation a un pacte 2 fois millénaire avec la liberté du monde, mais aussi avec l'idéal d'égalité et l'espérance de fraternité. Notre devise nationale vibrante des victoires des hommes et des femmes sur la fatalité doit être relevée, tel notre drapeau bleu, blanc, rouge, mis à terre par les lâchetés des gouvernements en faillite. Ce serment sacré, ce pacte millénaire, cette devise nationale, voilà le rêve français qui doit nous animer. Voilà le rêve français que nous allons retrouver. Faites confiance à cet idéal, faites confiance à vos idéaux. Ensemble, nous allons rendre à notre peuple la France qu'il aime. Mes chers amis, la salle est trop petite, il va falloir pousser les murs, je pense. Alors que la fin de la campagne pour le premier tour de l'élection à la présidence de la République approche, vous êtes, j'imagine, comme moi, en proie à des sentiments contradictoires. Le changement, celui qui peut nous permettre de retrouver la France qu'on aime, est là, à portée de vote. Et pourtant, nous constatons quotidiennement les souffrances du peuple de France, poussant certains à la résignation, au fatalisme. La succession de crises que nous sommes en train de vivre pèse d'autant plus lourdement sur l'avenir des Français et sur leurs finances que celles-ci n'ont pas éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel dégagé. Au contraire, elles émergent dans un contexte déjà assombri par les tensions profondes qui traversent le pays et qu'aucun gouvernement n'a réellement cherché à apaiser depuis plus de 30 ans. Comme je le dis souvent, la fracture territoriale est venue aggraver la fameuse fracture sociale qui, malgré nos appels, n'a jamais été soignée. Les territoires perdus de la République ne sont pas seulement
ceux sur lesquels on ne cesse de nous apitoyer, vous savez, pour y déverser en vain toujours plus d'argent, au gré des lois de décentralisation ratées, des restructurations des services publics et des privatisations catastrophiques, d'un nombre d'ailleurs toujours plus grand de services et de biens, c'est la majorité du territoire de notre pays qui a sombré peu à peu dans l'oubli, la pauvreté et l'absence de perspectives d'avenir. Ici, dans le Blayais, nous nous trouvons exactement à la frontière de ces deux mondes. D'un côté, les grandes métropoles, toujours plus grandes, toujours plus peuplées, toujours plus endettées. De l'autre, les petits pays, comme on disait autrefois. Ces petites villes qui tentent de garder en main leur destin. Cette ruralité et ces villages plus ou moins desservis, plus ou moins équipés, plus ou moins oubliés. Selon l'INSEE, le sud de Blaye est classé en rural sous influence d'un pôle urbain. Oui, c'est le langage techno, ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des zones où il faut construire toujours plus pour agrandir une ville lointaine. Le nord de Blaye est quant à lui désigné comme rural autonome. Comprendre, oublier et sans avenir pour les décideurs régionaux. Au-delà, et c'est particulièrement vrai en Nouvelle-Aquitaine, puisque Bordeaux et sa périphérie concentrent près d'un quart des habitants et des emplois de la région, des départements essentiellement ruraux qui se retrouvent littéralement satellisés au loin. Mais quel sens peut-il y avoir à être dirigé depuis Bordeaux, quand on est en Corrèze, quand on est en Haute-Vienne, quand on est dans la Creuse? Mais revenons au Blayais, votre pays, ces petites villes, ces villages, ces vignes. Et son caractère bien à lui est fort ancien, comme en témoignent ses vestiges antiques, sa citadelle Vauban et ses églises. Ici, à 50 km de Bordeaux, fait-on avec ou malgré Bordeaux? Ou bien encore se débrouille-t-on pour ne pas trop se faire remarquer tout en faisant vivre sa ville, son économie, son patrimoine et son tourisme? Vous avez encore un hôpital, et objectivement, je souhaite que cela dure. Mais pour les tribunaux, il vous faut déjà aller à Libourne ou à Bordeaux. Voilà concrètement les vraies questions que pose la métropolisation de notre pays, voulue par des technocrates aveuglés par le modèle allemand des Länder et de leur capitale, et appliquée d'ailleurs avec servilité par des élus sans autre projet concret que le service de leur ego. C'est à cette dérive que j'oppose mon projet de démétropolisation. Je veux rééquilibrer les territoires. Je considère d'un côté que les périphéries éloignées des métropoles n'ont pas vocation à devenir leur nouvelle banlieue, pendant que les départements ruraux se transformeraient en parcs d'attractions et de repos pour les citadins en week-end. Et j'observe de l'autre côté, avec beaucoup d'inquiétude, les récentes transformations des métropoles. Alors, prenons Bordeaux, c'est pas si loin après tout, et l'obsession de ses dirigeants successifs. Ah, ils veulent leurs millions d'habitants. On veut 1 million d'habitants, à tout prix. Il faut atteindre ce million d'habitants. Mais pourquoi? Pourquoi et comment? Pendant que les projets immobiliers s'enchaînent, les infrastructures se retrouvent de plus en plus saturées et la délinquance explose sous la pression de flux migratoires anarchiques. Malgré le confinement, les vols avec armes ont augmenté l'année dernière de 46% dans le département. Certains quartiers, comme les Aubiers, se retrouvent régulièrement cités dans les journaux nationaux suite à des règlements de compte meurtriers entre trafiquants. Le cas de Bordeaux n'est pas isolé, bien sûr, car la situation est encore pire dans d'autres métropoles comme Marseille, Lyon, Nantes ou Toulouse. La croissance accélérée de ces villes, croissance largement dopée aux subventions de tout poil, s'est faite aux dépens des autres villes de nos régions, priées de sacrifier toute activité à ces projets pharaoniques. Le comble étant atteint à Bordeaux avec les conséquences de l'ouverture de la ligne LGV. Après avoir satellisé et appauvri ses voisines plus ou moins éloignées, Bordeaux se retrouve maintenant sous la pression des Parisiens, accusés de faire flamber les prix. Bon, tout ça pour ça, quoi. Les pays que j'évoquais tout à l'heure, ce maillage de petites villes, de bourgs, de villages, cette ruralité qui font la majorité de notre France, ce ne sont pas des entités folkloriques qu'une poignée de traditions, de monuments et de musées suffisent à faire vivre.
Ils se nourrissent des activités quotidiennes structurées par la proximité du travail, de la famille, des amis, des services, des commerces. Quand cette proximité disparaît, mes amis, le pays s'étiole, la ruralité s'endort, et les petites villes et les bourgs se transforment en autant de cités dortoirs avec tous les maux liés à cette désertification, chômage, délinquance et paupérisation. Forte de ce constat, je veux, vous le savez, utiliser le fonds souverain que je vais créer pour répondre aux besoins d'infrastructures et d'équipements de tout notre territoire et libérer ainsi notre ruralité et nos petites villes des caprices, de l'arrogance et du clientélisme des élus des métropoles et des présidents de région. Ce fonds souverain, alimenté par l'épargne des Français qui le souhaitent, permettra, outre les infrastructures, de financer les innovations dont nous avons besoin et dont nous aurons besoin demain, de soutenir les entreprises incontournables à la défense de notre souveraineté et bien sûr d'accroître notre indépendance énergétique, très affaiblie comme le révèle la guerre en Ukraine. L'autre clé de la proximité est bien entendu la capacité à se déplacer. Ah ben c'est bien beau d'avoir des routes, hein, c'est vrai, et toutes sortes d'infrastructures, mais ça ne sert à rien ni à personne si on n'a pas assez d'argent pour rouler dessus. Vous le savez, depuis septembre dernier, je veux réduire la TVA sur les carburants de 20 à 5,5 % car je considère que c'est un bien de première nécessité. Mais, mes amis, l'envolée des prix, et ça ne date pas d'il y a un mois, hein, l'envolée des prix depuis des mois est en train de ruiner des millions d'entre vous tout en remplissant les caisses de l'État, l'État qui n'a pas l'air pressé de venir à votre secours, et pour cause. N'oubliez jamais que le prix actuel est dû à 60 % de taxes, taxes qu'Emmanuel Macron a alourdies 4 fois. Depuis 8 ans, Emmanuel Macron, d'abord comme ministre, puis comme président, a choisi d'imposer un véritable racket fiscal sur les familles françaises, les retraités, les artisans, les TPE-PME, pour financer des dépenses hors contrôle sur l'immigration, mais aussi, ne l'oublions pas, pour accorder des avantages fiscaux exorbitants à quelques privilégiés qui avaient financé sa campagne et qui continuent sans doute à le faire. Mais c'est parfaitement scandaleux. Tout comme il est scandaleux d'entendre un président candidat promettre aide et soutien, mais pas pour tout de suite, hein, pour après l'élection. Alors que l'urgence et juste la décence, d'ailleurs, imposerait d'agir immédiatement. De mon côté, en plus de la baisse de la TVA et compte tenu des conséquences de la guerre en Ukraine sur le prix du carburant, je propose de supprimer l'ensemble des hausses de la TICPE imposée par Emmanuel Macron entre 2015 et 2018. Eh bien, cette mesure, mes amis, cette mesure qui restera en place tant que le cours du baril sera au-dessus de 100 $, plutôt ces deux mesures, vont permettre pour un prix du litre de 2 € de vous faire économiser 30 à 45 centimes par litre, soit 15 à 20 € par plein. Eh bien, pour ceux qui roulent beaucoup, ça va faire une énorme différence. Contrairement à ce que pensent un certain nombre de commentateurs, ce ne sont pas des cadeaux, c'est vous rendre votre argent. C'est donc uniquement la justice. Et cette baisse de TVA, je ne l'appliquerai pas seulement sur le carburant, mais sur l'ensemble des énergies. Parce que si se déplacer est un acte de première nécessité, a fortiori, il en va de même de se chauffer, de s'éclairer, de cuisiner. C'est donc également sur le gaz, l'électricité et le fioul que la TVA baissera massivement. Et l'effet sera immédiat. Je vous donne un seul exemple. 350 € par an sera économisé sur une cuve de fioul de 2000 litres. 350 €. Alors, mes amis, je voudrais en profiter aussi pour tordre le cou à une idée toute faite
et démontrer que la hausse du pouvoir d'achat est parfaitement conciliable avec la défense de l'environnement. Pour ça, il faut miser sur notre industrie automobile et sur le savoir-faire de nos ingénieurs et de nos ouvriers. Or, en ce moment même, le gouvernement laisse fermer des sites industriels importants comme l'usine Ford de Blanquefort. Depuis les chocs pétroliers des années 70, les dirigeants successifs n'ont rien prévu, rien organisé pour proposer aux Français des nouvelles technologies qui permettent de baisser la facture énergétique et puis qui permettent aussi d'être indépendants. Une fois encore, ils font payer leur imprévoyance et leur incompétence aux Français au lieu de proposer un plan sérieux. Je me suis, bien entendu, pas opposé à la transition vers les véhicules les plus propres possibles, mais je constate que cette transition est menée aujourd'hui de manière aberrante, sous l'impulsion d'une Union européenne dont je peux vous dire qu'elle est schizophrène. Pourquoi priver les plus modestes de leurs véhicules gazole, qu'on les a incités à acheter pendant des années quand même, hein? On vous payait pour acheter des voitures de ce type. Alors pourquoi priver les plus modestes de leurs véhicules si c'est pour laisser les Allemands rouler dans des Tesla américaines, rechargées avec de l'électricité produite au charbon et des batteries fabriquées avec des minéraux extraits en Chine dans des conditions sociales et environnementales lamentables? Mais c'est aussi injuste que stupide. Offrir à tous des véhicules électriques n'est pas non plus réaliste pour le moment. La pression mondiale sur les matériaux nécessaires est trop forte, car les technologies à disposition consomment trop de métaux rares et chers. Remplacer notre dépendance au pétrole par une dépendance aux métaux des batteries comme le lithium, ça n'a pas de sens. En interdisant, mes amis, de manière idéologique et hors sol, les voitures thermiques et hybrides d'ici 2035, l'Union européenne va transformer les voitures en biens de luxe que même la classe moyenne ne pourra plus s'offrir. Et je vais vous dire, c'est une véritable humiliation de voir Bruno Le Maire supplier la Commission européenne de repousser l'interdiction de moteurs hybrides. Comment tolérer une situation aussi absurde? Ce n'est pas à la Commission européenne, qui a ruiné l'industrie française et exposé le continent à la prédation de la Chine, de la Russie et des États-Unis, de nous imposer nos choix industriels. Alors, moi, je propose un vrai plan de transition aux Français fondé sur la relocalisation, et notamment la relocalisation de notre industrie automobile. Alors, il consiste à concilier plusieurs technologies, les moteurs hybrides, l'hydrogène, les moteurs à très faible consommation, les biocarburants, ainsi qu'un effort conséquent dans la recherche et l'innovation pour trouver des substituts aux métaux rares pour que nous devenions les plus autonomes et économes possibles. Enfin, je remarque que je suis la seule candidate qui prévoit de produire suffisamment d'énergie pour alimenter la France pour les 30 prochaines années. Moi, je me pose la question de savoir comment Emmanuel Macron compte recharger 30 millions de véhicules électriques avec des éoliennes qui ne fonctionnent que 20% du temps. Ou d'ailleurs, des panneaux solaires qui ne fonctionnent que quelques heures par jour. Alors oui, pour que tous les Français puissent continuer à rouler comme ils en ont besoin pour vivre décemment, je cesserai de les persécuter avec des mesures ineptes, comme celle d'ailleurs prévoyant d'ici peu d'interdire l'accès à toutes les grandes villes aux véhicules trop anciens, ou celle interdisant de réparer ou de changer les chaudières à fioul, ou encore le diagnostic performance énergétique qui vous empêchera demain de louer ou même de vendre votre maison si des travaux onéreux n'ont pas été investis. Avec moi, la transition vers de nouveaux types de véhicules se fera en bon ordre, quand les conditions seront réunies et en accord avec les scientifiques compétents et les industriels. Je cesserai de racketter les Français avec des taxes injustes et je cesserai d'imposer des transitions bidons réservées aux plus privilégiés que cherchent à nous imposer les écologistes radicaux, vous savez, les talibans de la verdure, là, qui s'attaquent, qui d'ailleurs ne se limitent pas
Alors, les talibans de la verdure, c'est l'organisation de la pénurie. Ils s'attaquent à tout. Ils s'attaquent à notre indépendance énergétique, ils s'attaquent à nos véhicules, à nos capacités de mobilité, mais ils s'attaquent aussi depuis des années à notre agriculture. Or, notre ruralité et les petites villes qui en dépendent sont historiquement structurées autour des activités agricoles. Ces campagnes aujourd'hui oubliées le sont d'autant plus à tort que notre souveraineté alimentaire dépend d'elles. Il n'y a pas si longtemps que ça, un président qualifiait nos agriculteurs de simples jardiniers des paysages. En plein salon de l'agriculture, quand même. Bon, c'était Hollande, pour ne pas le nommer. Comme si le rôle des agriculteurs, en réalité, n'était pas avant tout de nous nourrir. Pendant que la Commission européenne, elle, de son côté, vantait un modèle de sécurité alimentaire reposant non sur la production nationale, mais sur l'augmentation des importations à l'échelle du continent. Emmanuel Macron, en digne continuateur de François Hollande, a chanté les mêmes aberrations pendant son mandat, jusqu'à ce qu'à l'occasion de la guerre en Ukraine, l'histoire, avec un grand H, ne vienne lui rappeler que la souveraineté alimentaire d'un pays repose avant tout sur sa production nationale. Un comble quand même pour une puissance agricole comme la France. Ah, il a mis le temps, hein. C'est comme pour le nucléaire, hein. Il a mis le temps à comprendre. Eh bien, il a tardivement aussi pris conscience de l'ineptie que la Commission européenne avait concoctée sous le nom de Farm to Fork. Non, c'est toujours en anglais. Il n'y a plus la Grande-Bretagne, mais tout est toujours en anglais. Toujours pas réussi à comprendre. Je traduis de la ferme à la fourchette. Et ça a été voté au Parlement européen, d'ailleurs soutenu avec beaucoup d'énergie par les voix des élus La République En Marche. Alors, ce sont de nouvelles règles qui, s'ajoutant à la baisse des aides de la PAC, visaient à réduire, écoutez-moi bien, de 15 à 20% la production agricole de l'Union européenne. Et ce projet paraît d'autant plus délirant maintenant que des pays entiers risquent la famine à la suite de la guerre en Irak, qui bloque évidemment une partie des productions mondiales de blé et d'huile de tournesol. Ça a pourtant été soutenu par une immense majorité des élus français, bon, à l'exception notoire, bien sûr, des élus Rassemblement national, qui n'ont pas attendu la guerre en Ukraine pour en dénoncer la dangerosité. Alors oui, je suis la seule à avoir défendu la souveraineté alimentaire de notre pays et le travail de nos agriculteurs. J'en suis particulièrement fière. Mais évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète quand je vois la situation de nos agriculteurs depuis plus de 10 ans. Alors que les trésoreries des exploitations sont exsangues, pour avoir été obligés de vendre en dessous des prix de production pendant des années, où vont-ils trouver l'argent pour payer des engrais et des carburants dont les cours sont multipliés par 2 ou 3 du fait de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie soutenues par la France? Ce sont les mêmes dirigeants qui, hier, sacrifiaient nos agriculteurs sur l'autel du libre-échange qui, aujourd'hui, les achèvent au nom d'une efficacité supposée de ces sanctions. Incapables, durant 5 ans, d'imposer à la grande distribution et aux grands industriels des prix permettant aux agriculteurs d'avoir un revenu à la hauteur de leur travail, le gouvernement n'est pas plus capable aujourd'hui de protéger les Français de la hausse à venir des prix de l'alimentation que de permettre à nos agriculteurs de sauver leurs exploitations. Ils ne voient rien venir. Ils n'anticipent rien. La Commission européenne, bon, elle n'est pas à une absurdité près, hein. Elle vient d'accepter la mise en culture des jachères. Bon, ok, très bien, parfait, la belle affaire. Mais s'il n'y a plus de carburant pour labourer et d'engrais pour semer, je ne suis pas sûr que ce soit d'une grande efficacité. Encore d'ailleurs une démonstration, si c'est utile, de la déconnexion des technocrates bruxellois qui, pour savoir à quoi ressemble une vache, sont obligés d'aller chercher sur Google. L'objectif des sanctions doit être de pousser les Russes à négocier la paix en Ukraine. Elles ne doivent pas avoir pour conséquence d'imposer aux campagnes françaises les conditions de vie des Russes. L'enjeu de fond, mes amis, n'est pas l'explosion
de notre dette ou l'équilibre budgétaire, mais bien notre capacité à nourrir correctement tous nos concitoyens en maintenant une production agricole menacée d'effondrement. Nous devons aider mieux et aider plus nos agriculteurs, car jusqu'à maintenant, ce sont eux qui ont assumé notre souveraineté à leurs frais, ainsi que les consommateurs les plus modestes d'ailleurs, quand distributeurs et industriels s'en mettaient plein les poches. L'avenir de notre pays ne doit plus reposer sur l'écrasement des plus travailleurs et des plus modestes, et doit être porté par tous. Parmi vous, dans le Blayais, je pense aussi aux vignerons. Je sais que les aléas climatiques et la faiblesse des cours malmènent bien des producteurs. Je sais que beaucoup de vignerons du Blayais, du Médoc et de l'Entre-deux-Mers vivent des années difficiles. Les crises actuelles auront forcément un impact pour le vin, qui est l'un des moteurs de la France à l'exportation. S'il n'est pas encore possible d'estimer l'ampleur du manque à gagner lié à l'explosion des coûts de production et à la perturbation des marchés export, je veux dire aujourd'hui aux vignerons que je ne les abandonnerai pas. Je l'ai dit de très nombreuses reprises, la politique, c'est l'art de faire des choix. Eh bien, l'heure est aux mesures d'urgence pour l'agriculture et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais je tiens à rappeler que je suis porteuse d'un projet qui, à moyen terme, a pour vocation de réconcilier les différents territoires de notre pays, de rapprocher citadins et ruraux et qui s'appelle le localisme. Oh, l'idée est simple. Il s'agit de produire, de consommer et de recycler au plus près du consommateur français, alors que l'Union européenne et les tenants de la mondialisation heureuse ont imposé toujours plus d'importations, de toujours plus de produits venant de toujours plus loin. Eh bien, ce pseudo-modèle s'est avéré catastrophique à tous les niveaux, y compris d'ailleurs pour la planète, puisque les porte-containers, ces vaisseaux de la mondialisation, polluent affreusement. Notre balance commerciale sombre de plus en plus vite, à tel point que même notre agriculture et notre agro-industrie risquent demain d'afficher une balance négative. L'emploi continue de s'effondrer dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture. Les produits importés s'avèrent souvent de piètre qualité, voire frauduleux. Je vous indique que selon un rapport du Sénat, 25% des denrées alimentaires importées ne respecteraient pas nos normes et seraient entrées en réalité frauduleusement sur notre territoire. Eh bien, c'est pour mettre fin à ces aberrations qui détruisent nos emplois et menacent notre santé que je veux créer un ministère dédié non pas à la lutte contre la fraude, mais à la lutte contre les fraudes, qui aura également vocation à protéger non seulement nos agriculteurs, mais aussi nos industriels des importations de produits à bas coût ne respectant pas les normes de production imposées en France. C'est extrêmement important. Il en va dans bien des cas, pas seulement, encore une fois, de la survie de notre industrie et de notre agriculture, mais aussi, dans bien des cas, de notre santé, de la santé de nos enfants. Mon projet localiste permettra de redresser notre agriculture en privilégiant l'accès aux produits français, et notamment dans les cantines, dans la restauration collective, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est compliqué, mais ce sera beaucoup plus simple demain, et ce sera d'ailleurs obligatoire à hauteur de 80% des produits proposés. Il en va des emplois de nos concitoyens, comme, je vous l'ai dit, de la santé de nos enfants, de nos personnes âgées. Et puis, ne trouvez-vous pas normal que l'argent des Français, le vôtre, aille financer le travail des Français plutôt que des productions sorties de nulle part? Je renforcerai les aides aux agriculteurs afin de rebâtir ou de consolider les filières les plus menacées, comme l'arboriculture, le maraîchage et l'élevage allaitant. Et je n'oublie pas pour autant la vocation exportatrice historique de notre pays. Pourquoi la France doit-elle continuer à exporter des produits agricoles? Non seulement elle l'a toujours fait, le port de Blaye en témoigne d'ailleurs, mais la situation du monde nous rappelle cruellement à cette exigence en ce moment. La France a la chance, encore,
malgré l'intervention nocive de l'Union européenne, de pouvoir produire bien au-delà de ce que sa population consomme. Mais ce n'est pas le cas d'un grand nombre de pays dont la population a explosé, mais dont les ressources sont limitées. Et je pense en particulier aux pays d'Afrique et du Maghreb, régulièrement victimes d'émeutes de la faim qui les déstabilisent complètement, déclenchant des flux migratoires incontrôlés qui atteignent ensuite directement nos pays et les déstabilisent à leur tour. Là encore, nous serons aux côtés de nos agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à faire face à ce grand défi qui n'est pas seulement un défi économique et civilisationnel pour notre pays, mais un défi humaniste pour la paix du monde. Je vous ai dit tout à l'heure mon attachement à notre ruralité et à nos petites villes, et je vous ai proposé des solutions concrètes et rapides à mettre en place pour améliorer le quotidien de ceux qui y vivent. Je vous ai dit aussi que nos habitudes et nos traditions ne peuvent être résumées à de simples statistiques. C'est la raison pour laquelle je souhaite que soient préservés ces savoir-vivre et leur subtilité locale. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que je considère que les derniers arrivants, quels qu'ils soient, sont priés de s'adapter. C'est vrai aussi dans nos campagnes. Ceux qui font le choix de la ruralité n'ont pas à imposer par des procédures, s'imposer plutôt par des procédures abusives, vous avez vu, à l'encontre de tout, des clochers, du chant du coq, ou je ne sais quelle lubie, ni d'ailleurs par des comportements violents. Pendant que ces procédures idiotes se multiplient, les vraies atteintes à notre qualité de vie explosent sans réponse pénale adaptée, car le plus grand danger qui guette aujourd'hui notre pays, ce ne sont pas les revendications de quelques bobos à l'oreille ou au nez sensible, mais bien ceux qui s'invitent chez nous, souvent contre notre gré, et veulent nous imposer une civilisation venue d'ailleurs. Je pense bien sûr aux différentes dérives et autres revendications islamistes qui se multiplient à travers toute la France. Ces revendications alimentaires, vestimentaires, communautaires, y compris dans les entreprises, touchent maintenant jusqu'à nos campagnes, jusqu'alors préservées. Derrière ces exigences toujours plus nombreuses, c'est l'emprise et l'influence islamiste qui cherchent à s'imposer et avancent grâce à la lâcheté ou à la naïveté d'ailleurs d'élus incapables d'en comprendre la menace et encore moins d'y faire face. C'est la raison pour laquelle nous avons rédigé, avec Jean-Paul Garot, une loi contre les idéologies islamistes visant à les éradiquer du pays et à préserver ainsi nos valeurs, notre mode de vie, bref, notre liberté et notre culture. Ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. C'est un peu lié d'ailleurs. Ces revendications ne sont pas les seules à bouleverser notre tranquillité. L'explosion de la délinquance, du trafic de drogue et des règlements de comptes armés sont un sujet majeur de préoccupation pour nous et pour nos enfants. Nous sommes le pays des arts, des armes et des lois, d'un art de vivre subtil et ancestral, pas celui des drogues, de la violence et des comportements tribaux que les trafics génèrent partout où ils s'ancrent. Hier, dans les cités, pourtant surarrosées par les politiques de la ville, aujourd'hui jusque dans les sous-préfectures, historiquement les plus tranquilles. C'est intolérable et croyez-moi, j'y mettrai bon ordre dès mon arrivée à l'Élysée. Défendre notre art de vivre, défendre notre confiance dans l'avenir, c'est aussi assurer à chacun
la possibilité de trouver un emploi viable à proximité de son lieu de vie. Vivre et travailler au pays, disait-on. Or, cette possibilité est également remise en cause par des pratiques sordides imposées par l'Union européenne et notamment la directive détachement des travailleurs. On n'en parle quasiment plus et pourtant elle continue à faire des ravages. La généralisation de ces pratiques qui ruinent notre système social puisque les cotisations sont censées, quand elles le sont d'ailleurs, être payées dans le pays d'origine du travailleur, accule les entreprises qui n'y ont pas recours à la faillite faute de compétitivité, créant en réalité par un effet pervers une véritable préférence étrangère à l'emploi. Dans l'agriculture, et vous le savez bien, ou dans le BTP, des réseaux opaques font main basse sur la sous-traitance des chantiers. Dans la moitié sud de notre pays, comme vous le savez tous, ce sont des entreprises espagnoles qui ont généralisé le procédé, n'hésitant pas à aller chercher leur main-d'œuvre jusqu'en Équateur. Vos impôts paient donc pour la destruction de l'emploi chez nous, puisque de nombreuses collectivités publiques acceptent de recourir à ces entreprises. Là encore, croyez-moi, je ferai le nécessaire pour rendre ces emplois à notre jeunesse qui en a tant besoin. Il ne faut pas écouter ceux qui prétendent que nos jeunes n'ont pas ou plus le goût du travail. Mal encadrés, mal orientés et pour finir, mal formés, beaucoup ne peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mes propositions pour l'éducation vont toutes dans ce sens et entendre donner leur lettre de noblesse à l'apprentissage et aux filières manuelles négligées. Et à ce propos, je veux vous dire, j'ai une pensée émue pour tous ces Français rencontrés à travers le pays, qui exercent les beaux métiers d'éleveurs, de vignerons ou d'artisans, et qui, malgré l'amour qu'ils vouent à leur métier, découragent leurs propres enfants de prendre la suite afin de leur éviter une vie trop ingrate. Eh bien, ce gâchis nous brise le cœur. Avec mon programme, je veux redonner espoir à ces parents et à ces grands-parents, dépositaires de nos meilleurs savoir-faire, et rendre ces emplois à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Je vous ai parlé de ce qui détruit notre pays et hypothèque son avenir, tout en liquidant notre passé et nos traditions. Je vous ai détaillé les propositions fortes que je fais pour le pays, pour ces petites villes, ces bourgs, ces villages et ces campagnes, pour cette ruralité qui occupe une place si particulière dans le cœur des Français. Mais derrière les idées que je combats, il y a des hommes. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont mis en œuvre ces politiques néfastes avaient tous conscience des lourdes conséquences qu'elles allaient avoir pour notre vie et pour notre pays. Mais je n'en dirai pas autant de leurs successeurs, qui, voyant pourtant l'étendue du désastre, revendiquent l'héritage et persistent pour des raisons idéologiques dans leur erreur. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Vous, ici, à Saint-Martin-la-Caussade ou à Blaye, vous en savez quelque chose. Ici, Hollande et son successeur Macron ont condamné des milliers de gens au chômage. La centrale nucléaire devait être partiellement démantelée pour respecter un plan de transition énergétique dont le seul objectif était de faire plaisir aux amis verts de Hollande et de Macron, plus doués d'ailleurs pour promouvoir le gaz russe et gaver la filière éolienne de subventions que pour sauver la planète. Les salariés de Fessenheim, laissés sur le carreau, savent ce que valent les promesses de reclassement que le gouvernement Hollande leur avait faites. Les Français, et plus encore les entreprises françaises qui ont vu exploser leurs factures d'électricité, savent maintenant avec quel sérieux son élève Macron gouverne. Toujours ici, toujours à la centrale EDF, vous étiez bien placés pour comprendre, avant que les médias ne s'emparent du sujet, quelle aberration représentait la vente d'Alstom à General Electric. Comment Emmanuel Macron ose-t-il parler de souveraineté industrielle si les Américains contrôlent nos moyens de production électrique? 8 ans après ce désastre industriel, Emmanuel Macron a annoncé en grande pompe avoir racheté une petite partie de ce qu'il a bradé aux Américains pour le double du prix de vente. Entre-temps,
General Electric a détruit 5000 emplois en France et a pillé nos brevets. Bref, notre Mozart de la finance s'est avéré encore plus médiocre que son prédécesseur Hollande. Les Français y ont massivement perdu, à la seule exception de l'entourage affairiste du président. Macron a multiplié les mauvais coups contre nos fleurons énergétiques et contre l'argent des Français. Il a notamment mis EDF dans une situation financière impossible pour rester dans le marché européen libéralisé de l'électricité. Grâce au général de Gaulle, la France possède un parc électrique fondé sur le nucléaire et l'hydroélectricité permettant de produire de l'électricité peu chère, fiable et bas carbone. Mais c'est un atout unique en Europe pour les ménages et c'est un atout unique en Europe pour nos entreprises. Ce sont les Français qui ont payé ces investissements. Et alors qu'ils étaient rentabilisés, l'Union européenne a voulu mettre la main dessus, en particulier pour faire plaisir à l'Allemagne. Ainsi, la France doit partager son parc nucléaire hyper rentable, alors que nos voisins, eux, nous imposent leurs éoliennes et leurs panneaux solaires inefficaces, mais surtout, hélas, leurs centrales à gaz et leurs centrales à charbon. Résultat, quand le prix du charbon et du gaz explose, eh bien les prix de l'électricité européens explosent tout autant. La France et les Français se retrouvent ainsi à payer pour les autres. Vous vous retrouvez à payer pour les autres. Pour obéir à Bruxelles depuis 10 ans, EDF doit céder à prix coûtant entre un quart et un tiers de sa production nucléaire à ses concurrents. Ces concurrents qui vous le revendent avec une marge en plus. Mais quelle entreprise pourrait tenir en étant pillée ainsi? Ce système est tout simplement absurde. Là encore, le gouvernement m'a donné raison, estimant que la France devait récupérer son électricité. Mais Emmanuel Macron ne fait rien. Au contraire, le président sortant continue à ruiner EDF en l'obligeant à vendre encore plus d'électricité avec ce système, entraînant une perte de bénéfices pour EDF, écoutez bien, de 10 milliards d'euros en 2022. Ça suffit maintenant, ça. Ça suffit, ce pillage. Je sortirai du marché européen de l'électricité pour rendre aux Français ce qui leur appartient et vous faire bénéficier des investissements faits par vos parents, vos grands-parents et pour les plus jeunes d'entre vous, vos arrière-grands-parents. Alors, comme il n'a rien à proposer, et il se dit il faut quand même que je propose quelque chose, Emmanuel Macron, sur EDF, il a dit qu'il voulait recapitaliser l'entreprise publique. Alors c'est toujours avec votre argent. Hein. Bah oui, non, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est quand même juste une nouvelle facture de 2,5 milliards d'euros pour les Français. Alors que cette mesure est inutile. Parce qu'en rendant sa production à EDF, notre entreprise retrouvera ses marges de manœuvre financières sans que les contribuables aient à payer quoi que ce soit. Et même au contraire, EDF pourra à nouveau verser des dividendes à l'État. En réalité, si Emmanuel Macron veut recapitaliser EDF, c'est pour démanteler l'entreprise. Souvenez-vous, il y a quelques mois, quelques médias en ont parlé, le gouvernement a présenté le plan Hercule, qui visait à couper en 3 EDF, spolier les Français et favoriser, comme d'habitude, certains intérêts financiers. Ne croyez pas que ce plan est abandonné. Emmanuel Macron n'a fait que le mettre de côté pour le cacher aux électeurs. Il fait partie de toutes les décisions terribles qui s'abattront sur la France si Emmanuel Macron, par malheur, devait être réélu. Nous n'aurions pas le temps ce soir de faire le tour des opérations financières lancées par l'entourage d'Emmanuel Macron, qui se rêve encore en banquier d'affaires alors qu'il est à l'Élysée. Des milliers de pages y ont été consacrées et j'invite d'ailleurs tous ceux que cela intéresse à les lire. Je le dis, je le répète, entre Macron et nous, c'est le choix entre le pouvoir de l'argent qui profite à quelques-uns et le pouvoir d'achat qui profite à tout le monde. Et n'oubliez jamais, mes amis, la phrase inquiétante prononcée par Emmanuel Macron il y a quelques mois. « Je ne m'interdis rien ». Grâce à ça, il est sûr qu'en matière de saccage social, il ne s'interdira rien. Et sa promesse de retraite à 65 ans le démontre amplement.
la retraite à 65 ans, bien au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Mais vous savez pourquoi ils font ça? Bien sûr, pour faire des économies. Mais quelles économies? Eh bien, l'économie sur les pensions, en réalité. Parce que déjà, au moment où nous nous parlons, la moitié des gens qui prennent leur retraite à 62,8 années, la moitié sont déjà au chômage. Ça veut dire qu'avec une retraite à 65 ans, et ce qu'ils ne vous disent pas, 45 annuités, eh bien, que va-t-il se passer? Personne n'arrivera au bout. Et comme personne n'arrivera au bout, tout le monde partira à la retraite avec une décote. Plus personne ne partira avec une retraite pleine. L'objectif, en réalité, d'Emmanuel Macron, c'est de faire baisser massivement les pensions de l'ordre de 10%. C'est cela l'objectif de cette retraite à 65 ans avec 45 années d'annuité. Ah non, c'est sûr, il ne s'interdira rien non plus quand il s'agira de sacrifier, comme il l'a déjà fait, et sans aucun scrupule, les plus fragiles d'entre nous. Il n'est ni le seul ni le premier à avoir sacrifié les intérêts des Français au profit de ceux des plus nantis. Rappelez-vous ce que vous a coûté la privatisation des autoroutes. Moins d'entretien, un service dégradé, mais des péages toujours plus chers. Il est avéré que les sociétés d'autoroutes ont triché pour pouvoir maintenir leur marge abusive sans réaliser les investissements nécessaires. De tels abus justifient plus que jamais mon projet de nationalisation des autoroutes. Nous rendrons leurs autoroutes aux Français. Elles seront en meilleur état et elles leur coûteront moins cher. La distribution d'eau est un autre secteur dont la restructuration et la privatisation partielle menacent le quotidien des Français. Les études montrent que les régies publiques de distribution d'eau, je sais qu'il y a des élus locaux dans la salle, sont systématiquement moins chères que les grands groupes privés. Et pourtant, le désengagement de l'État dans ce secteur s'est encore accéléré sous Emmanuel Macron, puisque l'État actionnaire, visiblement assez mal conseillé, a permis à un investisseur, qui avait soutenu Macron en 2017, de prendre une partie de Suez, l'un des géants de l'eau en France, et a laissé un fonds américain prendre une autre partie du capital de l'entreprise. Mais est-ce normal? Les Français ont-ils besoin d'un supporter de Macron et d'un fonds américain pour faire couler l'eau dans des tuyaux qu'ils ont déjà payés? La réponse est non, bien évidemment. Avec moi, l'État actionnaire prendra des décisions favorables aux Français et reviendra, bien sûr, sur ces décisions qui sont calamiteuses. Les dépenses contraintes des Français offrent des rentes injustifiées à ceux que l'État laisse faire et sont en train, en fait, de ruiner le niveau de vie de plus des 2/3 d'entre nous. Avec moi, mes amis, ces abus seront impossibles. Avec lui, ces abus seront systématiques et toucheront tous les postes de dépenses des Français. Avec moi, le peuple sera gouverné par le peuple et selon les lois de la République. Avec lui, McKinsey, ce cabinet privé dont nombre de salariés ont participé en 2017 à sa campagne et qui vous a coûté l'an dernier 1 milliard d'euros pour des missions bien floues. Avec lui, McKinsey continuera à se gaver d'argent public, à ne pas payer d'impôts en France et à se permettre en plus de mentir devant le Sénat. Avec moi, McKinsey n'aura plus rien à faire dans un ministère. Je rendrai leur argent aux Français. Lui veut vous en ponctionner toujours plus. Je rendrai leur pays aux Français. Lui continuera à le brader aux prédateurs les plus féroces. C'est pourquoi les 5 prochaines années doivent être avec moi et sans lui. Je vous ferai sortir, mes chers amis, de ce « en même temps » mortifère qui met tout au même niveau, les délinquants et les victimes, les travailleurs et les profiteurs, les affairistes et les entrepreneurs.
Je rendrai un avenir à tous mes concitoyens, mais aussi à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Je vous rendrai la justice, la prospérité, la sécurité, la liberté. Je vous rendrai le pouvoir. Mais pour cela, en tout cas, ça se profile. Mais pour cela, mes chers amis, aucune voix ne doit manquer. Aucune voix ne doit se perdre, ni dans l'abstention, ni dans la division. Je ne peux défendre le peuple que si le peuple vote. Et si le peuple vote, le peuple gagne. Alors, aux urnes, citoyens, vive la République, vive la France! Restez avec moi pour chanter la Marseillaise. Allez, venez chanter avec moi la Marseillaise. Allons, enfants de la... France! Vive les Français!